Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview de Michel Chancy. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très intéressant, la réalité de l'enseignement universitaire en Haïti et les perspectives pour ces structures de développement pour remplir leurs trois fonctions fondamentales, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Alors, Michel Chancy est vétérinaire de formation. Il a été secrétaire d'État à la production animale de 2008 à 2016. Il est membre fondateur de Vétérimed, qui est une ONG haïtienne qui est spécialisée en santé et production animale. Il est membre du conseil d'administration de Vétérimed de 1991 ou 91 à 2008 et ensuite aussi donc de 2016 à nos jours. Alors, depuis 2016 également, il est responsable des programmes de production et santé animale et enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'université Quisqueya. Il est également professeur à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire à l'université d'État d'Haïti. Donc, Michel Chancy, bienvenue, bonjour. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation, merci pour cette opportunité. Ben voilà, donc tu peux te présenter par rapport à la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, par rapport à tes activités. Bon, alors, comme tu l'as dit, effectivement, je suis à l'université, j'enseigne depuis pratiquement toujours, depuis 89, mais mon travail essentiel a toujours été dans le développement agricole à travers l'ONG Vétérimed, que j'ai dirigé pendant 18 ans, et ensuite comme secrétaire d'État à la production animale au gouvernement pour implémenter les politiques de développement de l'élevage et la santé animale. Donc j'ai toujours participé à l'enseignement universitaire parce que je crois que c'est extrêmement important. Mais depuis 2016, j'ai intégré l'équipe permanente de l'université Quisqueya pour vraiment essayer de contribuer encore plus à cette mission qu'a l'université qui a toujours été un peu défaillante, comme pour beaucoup d'autres institutions, où la plupart des universités se sont concentrées, faute de moyens, ressources matérielles, ressources humaines, se sont concentrées essentiellement sur l'enseignement. Mais on ne peut pas faire un enseignement de qualité si on n'est pas vraiment en contact avec le terrain, si on ne connaît pas les problèmes, et on ne pourra pas enseigner aux futurs professionnels comment aborder, disons, ces problèmes et les solutions si on n'est pas vraiment en contact avec cette réalité. Donc, la recherche est une fonction fondamentale pour pouvoir justement apporter ces solutions, mais aussi pour comprendre le milieu. Et donc, je ne suis pas chercheur, je pourrais dire, dans l'âme en termes méthodologiques, mais je me suis toujours intéressé à la problématique de développement. Et je pense que à partir de toutes les expériences que j'ai faites au niveau du développement et tous les manques, toutes les défaillances que j'ai pu voir en termes d'apport en innovation dans le milieu rural, eh bien que je pourrais aider à connecter, participer à cette connexion entre l'université et le monde du développement rural. Par la recherche et par les professionnels qu'elle forme, le rôle des universités est de contribuer au développement des différents secteurs représentés par les facultés. Donc autant dans les pays où elles sont implantées qu'à l'international. Comment ce rôle est-il investi par les universités en Haïti? Quels sont les défis et les réussites? Alors justement, Haïti a beaucoup de problèmes, et dans l'agriculture, qui est un secteur qui est abandonné aux paysans, c'est une agriculture paysanne familiale qui se pratique à 90% en Haïti, eh bien ces agriculteurs n'ont jamais bénéficié d'un véritable encadrement technique et n'ont jamais eu accès à des techniques innovantes, à un bon diagnostic d'une série de problèmes, et donc ils sont abandonnés à leur sort. Beaucoup d'ONG ont essayé, ou essaient toujours, ont pris des initiatives pour appuyer les paysans dans leurs activités, pour essayer de trouver des solutions. Mais ce genre d'intervention, et je parle en connaissance de cause, on l'a fait pendant 18 ans en Haïti, ce genre d'intervention, normalement, aurait dû être mise à l'épreuve par une validation scientifique.
quand on propose à un groupe de paysans de nouvelles techniques, une nouvelle approche, bien, on a une intuition, mais normalement, ce qui aurait été préférable, c'est d'avoir d'abord eu des tests validés et les ONG, quand elles présentent leur programme à des financeurs, parce qu'elles fonctionnent avec des financeurs, n'ont pas en général l'opportunité de réaliser ces tests avant de commencer le travail de développement. Donc, elles doivent immédiatement commencer un travail de vulgarisation, parfois avec des techniques ou avec des propositions qui n'ont pas encore été vraiment validées ou testées. Même si elles ont été validées ou testées dans d'autres pays, mais l'adaptation au contexte haïtien demande aussi pour dire des essais et pour arriver à cette validation. Et c'est là que se situe le rôle des universités. L'université fait de la recherche fondamentale, mais l'université participe aussi et surtout à l'application ou à l'adaptation de tout ce qu'on pourrait apporter comme techniques innovantes pour améliorer les conditions de la production, si je prends le cas de l'agriculture et des paysans haïtiens. Donc, c'est une des missions fondamentales des universités en Haïti. Et dans l'agriculture, c'est une des priorités qu'il faudrait avoir. Mais pour cela, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers, mais il faut aussi une mobilisation des ressources humaines et des ressources humaines qui doivent bien comprendre cette mission. Et si cette mobilisation se fait par le secteur universitaire, eh bien, l'enseignement également sera de qualité. Donc, ces trois roches du feu, ces trois roches qui tiennent la chaudière, qui est la formation, la recherche et le travail communautaire, ce sont trois aspects qui se rétroalimentent. Et on fera de la recherche adaptée si on connaît bien le problème, mais il faut être en contact avec la communauté. Et c'est ce qui permettra de faire de l'enseignement de qualité et ensuite de pouvoir bénéficier pour le pays maintenant, de professionnels qui puissent réellement s'adapter aux besoins de la communauté et cette rétroalimentation entre le milieu et l'université. Donc, c'est un grand défi qui existe en Haïti pour toutes les universités, d'autant plus qu'il y a une très grande demande de formation universitaire. Les paysans, aujourd'hui, envoient leurs enfants à l'école. Leur objectif, c'est qu'ils arrivent à l'université. Pas nécessairement à la faculté d'agronomie, parce qu'il y a aussi une espèce d'abandon ou bien de désespoir par rapport à l'agriculture, mais ils auraient voulu que leurs enfants aillent à l'université pour devenir des cadres qui puissent pouvoir vivre dans de meilleures conditions. Et beaucoup de ces jeunes choisissent justement d'étudier l'agronomie ou les techniques vétérinaires, mais pour cela, il faut qu'ils puissent intégrer des institutions qui connaissent réellement la réalité, et pour cela, il faut un corps professoral qui s'investit dans la recherche pour pouvoir justement comprendre ces problèmes et proposer des solutions adaptées à Haïti. Et quel est l'état de la recherche justement? Parce que bon, je sais que à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement, vous avez vraiment investi dans la recherche. Mais est-ce que c'est une réalité, je dirais, partout en Haïti, dans les universités? Bon, aujourd'hui, il y a un élan extraordinaire pour la recherche au niveau universitaire. Parce que les partenaires des universités haïtiennes ont enfin compris que c'était important. Et beaucoup de partenaires des agences de coopération internationale qui autrefois ne finançaient que des ONG pour des actions de développement ont compris aussi que beaucoup d'échecs de ces initiatives de développement sont dus au manque de validation scientifique, soit en amont, soit en aval de ces interventions. Et donc, il y a eu, depuis quelques années, un renouveau et on a pu mobiliser des fonds pour soutenir la recherche universitaire, pour l'innovation technique. Aujourd'hui, les plus grandes facultés d'agronomie du pays, que ce soit l'Université d'État, le campus Henri-Christophe, l'Université d'Écaille, l'Université Notre-Dame et l'Université Quisqueya, nous avons des programmes communs. Nous sommes en train de bénéficier d'appui de plusieurs agences internationales pour la recherche universitaire.
Il y a des institutions d'État comme la Banque de la République d'Haïti qui a créé un fonds pour la recherche et une bonne partie est dédiée à la recherche agricole. Il y a des gens du secteur privé, des entreprises intéressées à investir nouvellement dans l'agriculture qui sont prêtes et qui ont investi un peu dans l'appui à la recherche, que ce soit des agro-industriels. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc aujourd'hui, malgré la situation du pays, il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se fait, c'est justement cette mobilisation de moyens pour faire de la recherche, c'est-à-dire pour créer trouver des solutions innovantes. Par exemple, à l'université Quisqueya, avant même que j'intègre, il y a un travail intéressant qui a été fait sur des semences améliorées pour la culture du sorgho, le pitimi, qui est une céréale essentielle dans la sécurité alimentaire en Haïti. Et cette plante était attaquée par un puceron, donc une peste nouvellement introduite dans le pays. Et puis, grâce aux travaux de recherche sur des variétés, sur différentes variétés, on est tombé par hasard sur des variétés plus résistantes. Et on a pu faire un programme de vulgarisation de ces nouvelles variétés qui n'est pas encore terminé. Il y a des résultats partiels, mais très intéressants, et qui a pu sauver la filière du sorgho en Haïti, qui était en train de disparaître à cause de cette maladie. Mais il y a aussi d'autres travaux très intéressants, que ce soit en alimentation animale, que ce soit dans les techniques de culture, la densité par exemple du semis, dans le développement d'outillage agricole, dans la transformation des produits agricoles. Nous appuyons par exemple le secteur du lait et le secteur où j'ai travaillé beaucoup dans le cadre de l'ONG, mais qui, justement, avait besoin de cet appui de l'université. Et c'est une des missions que, personnellement, je me suis donnée, c'est de ne plus retourner travailler dans l'ONG directement, mais de continuer à collaborer avec ce projet sur la transformation du lait à travers un appui que l'équipe universitaire est en train de donner. Donc, il y a un mouvement, on pourrait dire un intérêt des chercheurs aussi, ou des professeurs, parce que beaucoup de professeurs des institutions universitaires avaient pratiquement abandonné, on pourrait dire, la recherche, faute de moyens. Certains professeurs, même à temps plein dans une université, quand il a un peu de temps, il va faire un cours dans une autre université. Donc, il n'utilise pas ce temps qu'il a, alors qu'il est payé pour ça, pour faire de la recherche, faute de programme d'appui, et va vendre des heures dans une autre université. Et puis, voilà, les professeurs étaient en grande majorité utilisés uniquement pour l'enseignement. Donc, la qualité de l'enseignement baisse, puisqu'il n'y a pas cette rétroalimentation, et le travail de recherche ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, grâce à ces nouveaux moyens mobilisés, grâce à cet intérêt de différents partenaires des universités, eh bien, on a beaucoup de professeurs qui, aujourd'hui, peuvent investir leur temps dans la recherche, dans le travail communautaire, justement pour rétroalimenter leur travail ou leur programme de recherche. Ok, mais c'est très intéressant. Et alors, par rapport à ce que tu viens de dire, ça m'intéresse de savoir, mais comment est-ce que cette coopération se fait avec les ONG par rapport au terrain? Donc, comment est-ce que, donc, le résultat des recherches en collaboration avec les ONG peut avoir un impact sur le terrain? Alors, le travail de recherche d'innovation, ça demande toujours du temps. Je suis en train de parler d'un renouveau qui date de moins de 10 ans. Donc, je pourrais dire même la majorité des programmes, c'est à peine peut-être 5 ans. Il y a toujours eu de la recherche avant cela, mais disons ce nouveau mouvement, c'est à peu près 5-6 ans. Et puis, dans ces 5-6 ans, on a les 3 ans du Covid, on a la crise politique, on a la crise sécuritaire. Donc, les résultats sont encore, disons, modestes. Modestes, mais là où on peut trouver des résultats déjà intéressants, c'est là où il y avait déjà des canaux de communication entre certains réseaux. Si je prends par exemple dans le secteur du lait, il y avait déjà un réseau de petites entreprises de transformation de lait encadré par une ONG. Je suis un des fondateurs de cette ONG, je suis issu de cette ONG. Et quand je suis rentré à l'université, à temps plein à l'université, justement, c'était avec cette idée d'immédiatement de connecter ce réseau universitaire
avec ce réseau d'unités de transformation de lait connectées à cette ONG. Donc, dans un cas idéal comme ça, c'est très facile puisque on pourrait dire que c'était simplement 2 fils qu'il fallait coller. Et puis voilà, ça s'est fait. Et la lumière jaillit. Mais pour d'autres travaux, ben, il y a toute une construction à faire. Il y a certaines organisations qui peuvent recevoir ces innovations, mais il y a d'autres circonstances où il faudra vraiment faire tout un travail d'organisation, et un travail d'organisation dans le contexte actuel qui est beaucoup plus difficile, que ce soit le simple problème de la disponibilité du carburant, que ce soit les déplacements. On fait beaucoup de choses virtuellement. Ben ça, on peut pas le faire pour vulgariser un semoir avec des paysans virtuellement. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit physique, il faut que les essais puissent se faire. Donc, on a déployé toute une série d'autres moyens, par exemple, ce qu'on appelle des essais participatifs, où ce qu'on va mettre au point, dès le départ, on le fait en partenariat avec quelques paysans, quelques producteurs, de façon à ce qu'on puisse déjà avec eux mettre en pratique ce qui est en train d'être mis en place. Mais c'est toujours un groupe beaucoup plus limité que quand il y a un réseau organisé. Donc ça, c'est vraiment toute une construction à faire. D'accord, qui est en cours alors. Qui est en cours et puis qu'on espère pourra s'intensifier. Avec les résultats intéressants qui arrivent, ce sera encore plus facile de le faire, mais il faut bien sûr une situation, on pourrait dire, un peu plus stable et une liberté de mouvement pour pouvoir le faire. Connais-tu, de par le monde, des universités, des structures universitaires qui ont réussi vraiment à modifier en profondeur leur modèle pour permettre un développement économique durable du pays dans lequel elles sont implantées et un développement communautaire aussi? Est-ce qu'il y a des modèles comme ça dans d'autres pays? Alors, aujourd'hui, l'université Quisqueya fait partie d'un réseau international de transformation de l'enseignement agricole. Donc, il y a toute une série de centres universitaires et centres techniques qui collaborent et qui, avec l'appui de la Fondation Kellogg, nous avons monté donc un programme d'échange autour de ce qu'on appelle, on pourrait dire, une nouvelle vision de l'enseignement agricole, basée sur 5 principes. L'enseignement expérientiel, où véritablement une autre approche pédagogique où les étudiants doivent vraiment apprendre en réalisant des choses, d'accord? L'esprit entrepreneurial, donc c'est vraiment une priorité, c'est-à-dire des outils pour permettre à ces jeunes d'intégrer le monde des entreprises, qu'ils aient une compréhension de cette dynamique. Ici en Haïti, on a longtemps formé des agronomes qui devaient aller travailler pour l'État directement. C'était l'une des missions de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État. Tous les jeunes, après leur formation, intégraient l'État. Ensuite, ils ont intégré l'État et des ONG ou des organisations internationales. Et aujourd'hui, l'État n'embauche plus. Les ONG, c'est une autre dynamique. Et donc, les jeunes ont bien compris aujourd'hui qu'il ne reste que de l'initiative privée. Et donc, c'est une tendance un peu mondiale. Donc, il faut outiller les jeunes et il faut il faut avoir des réseaux pour pouvoir organiser la question entrepreneuriale. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la gestion des conflits. Donc toute une approche basée sur les relations sociales, sur comment gérer l'humain. On enseigne l'agriculture, mais ce ne sont pas les vaches qui nous intéressent, ni les moutons, ni le maïs, mais ce sont les gens qui vont les cultiver ou qui vont les élever. Donc il faut pouvoir apprendre à travailler là-dessus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le travail communautaire, donc qui est lié donc à ces 3 principes de l'université. Donc comment, pendant toute cette formation, les étudiants doivent pouvoir être en contact avec la communauté pendant leur formation et que toute cette nouvelle approche entrepreneuriale et expérientielle se fasse à travers des liens avec la communauté. Et puis finalement, le 5e principe qui est basé sur l'éthique. Et ça, c'est une discussion à l'interne
pour qu'on puisse définir vraiment certains principes d'éthique, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau social, sur tous les domaines. Donc, se dire que on ne peut pas être un professionnel sans avoir adopté une certaine éthique. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ça. Donc, autour de ces 5 principes, on a donc cet ensemble de centres universitaires et nous collaborons, nous organisons des échanges et puis chacun aussi a certains moyens pour mettre en pratique cette vision et réformer toute notre organisation et nos programmes de formation. Tout ceci dans l'idée justement d'avoir un impact beaucoup plus fort pour la transformation de la société. Donc il y a certaines de ces universités qui ont déjà une longueur d'avance dans certains domaines où ils ont beaucoup travaillé soit sur l'entrepreneuriat ou soit sur l'apprentissage expérientiel. Donc, et là, on peut voir dans ces universités, par exemple, nous avons été au Costa Rica pour faire un échange, et toute une équipe de l'université Quisqueya, le recteur, le doyen, enfin, nous étions toute une équipe, nous avons été justement pour voir comment fonctionne cette faculté d'agronomie, comment sont agencés ces programmes et tout ce travail avec la communauté. Donc, ça nous a donné pas mal d'idées, mais ça nous a aussi réconforté dans certains choix que nous étions déjà en train de faire par rapport à notre engagement vers la communauté et notre nouvelle orientation vers l'entrepreneuriat. Donc, grâce à cette collaboration, il y a possibilité d'enrichir déjà ce qu'on fait et puis de le renforcer. Mais c'est très intéressant et moi, ce dont tu me parles là, ça me fait très fort penser à ce qu'on appelle la pédagogie par projet, donc vraiment de mettre les étudiants en projet par rapport donc au terrain pour qu'ils puissent par leur cursus universitaire en fait déjà avoir un travail avec le terrain, donc toujours en relation avec le terrain et construire eux-mêmes un projet aussi par rapport à l'entrepreneuriat, donc pour que ils puissent eux-mêmes, en fait, déjà commencer à devenir des professionnels pendant leur formation. Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là dont tu parles ou bien est-ce que c'est différent? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, ce n'est pas aussi facile à mettre en pratique, vu les conditions du pays, mais nous avons entrepris une grande réforme de nos programmes de formation à l'université Quisqueya. Pour cela, nous avons bénéficié des services professionnels d'une personne qui se connaît bien en pédagogie participative, une certaine Nadia Dor, je crois. Peut-être que tu la connais, et qui a travaillé avec nous, qui nous a donné un bon coup de main là-dessus. Mais c'est une œuvre encore inachevée, puisque les circonstances ont fait que, le terrain est beaucoup plus difficile. Mais l'orientation est déjà donnée. Maintenant, c'est la mise en pratique qui n'est pas aussi simple, mais nous avançons là-dessus. La prochaine question que je voulais te poser, c'est justement sur cette question d'entrepreneuriat et d'insertion socio-professionnelle des étudiants. Alors, l'entrepreneuriat n'est pas très développé en Haïti et le marché de travail est réservé à une petite partie de la population. L'insertion socio-professionnelle des étudiants est un problème qui semble sans issue. La faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'université Quisqueya a développé un nouveau programme pour agir positivement sur cette situation. Comment ce programme a-t-il été mis en place et quels ont été les résultats? Alors, il faut bien comprendre que, comme on l'a dit au début, l'agriculture en Haïti, qui est le premier secteur économique, c'est encore 20% du PIB, c'est le seul secteur vraiment productif. Bon, il y a d'autres activités, là, le transfert de l'argent de la diaspora ou les activités de commerce produisent beaucoup de richesses, et peut-être pratiquement un peu plus que l'agriculture, mais ce ne sont pas des secteurs productifs. Donc l'agriculture reste le secteur le plus productif et le secteur qui emploie le plus de gens. Mais c'est le secteur qui produit aussi très peu de richesses, où la majorité des acteurs de l'agriculture vivent dans la pauvreté. L'insécurité alimentaire est beaucoup plus forte en milieu rural qu'en milieu urbain. Et les gens qui sont dans l'agriculture, qui sont en situation de sécurité alimentaire, le sont quand ils arrivent à réaliser d'autres activités extra-agricoles, parce que l'agriculture ne rapporte pas suffisamment. Bon,
c'est un peu comme ça dans beaucoup de pays du monde, mais les agriculteurs dans les pays qui peuvent reçoivent des subventions, reçoivent de l'aide. En Haïti, non seulement on ne reçoit pas d'aide, mais en plus de ça, les agriculteurs font face à une compétition déloyale de produits importés qui rentrent à des prix de dumping. Et ça a été volontaire, ça a été décidé par les gouvernements des 40 dernières années pour essayer de répondre à court terme aux besoins des gens qui vivent dans les villes pour avoir des produits à meilleur marché. Mais l'effet, c'est qu'ils ont produit encore plus de pauvres qui viennent encore augmenter ces bidonvilles dans les villes. Et puis, finalement, c'est un cercle vicieux. On produit plus de pauvres, on veut leur donner des produits à bon marché. En le faisant, on produit encore plus de pauvres parce que on rend l'agriculture totalement non compétitive. Et donc, c'est dans ce contexte que malgré tout, des fils d'agriculteurs, des filles d'agriculteurs décident d'aller étudier l'agronomie. Et je me plais toujours à poser cette question à mes étudiants. Parmi vous, lesquels d'entre vous avez eu l'appui de vos parents pour étudier l'agronomie? Et ils se mettent à rire parce qu'en général, tous ont été à contre-courant. Les parents qui sont le plus souvent des agriculteurs leur disent « tu vas étudier la médecine, le génie, l'économie ou tu vas être avocat ». Et ces jeunes qui ont compris que ceux qui l'ont fait, il n'y a aucune vraie perspective, malgré les difficultés de l'agriculture, c'est là qu'il y a encore plus de perspectives. Mais, bien entendu, leur rêve n'est pas de retourner à faire de l'agriculture comme le faisaient leurs parents, une agriculture qui produit que de la misère. Ils sont donc à la recherche de solutions innovantes. Ils sont donc à la recherche d'une agriculture plus rentable. Et c'est ce qu'ils espèrent trouver en étudiant l'agronomie, des capacités techniques accrues pour pouvoir vivre mieux. Maintenant, ce n'est pas aussi facile, puisqu'il y a une politique commerciale qui est défavorable à l'agriculture, mais elle ne changera que s'il y a des gens investis dans l'agriculture qui veulent se battre pour justement changer cette politique. Et donc c'est là tout le défi. Et ces jeunes qui décident donc de rentrer dans l'agriculture, et aujourd'hui, écoutez, quand j'ai commencé à enseigner, il n'y avait qu'une seule école d'agriculture dans le pays. Oui. Hein? Je ne suis pas si vieux que ça. Et aujourd'hui, il y en a plus de 20. Ah oui. C'est-à-dire, toutes les villes de province ont leur petite école d'agriculture. Oui. C'est parce qu'il y a une demande. C'est parce que les jeunes ont compris que c'est le secteur finalement d'avenir. L'avenir n'est pas encore assuré. C'est de là que maintenant vient la question de l'entrepreneuriat. Ils sont aussi tous, pour la plupart, ont compris, ils ont convaincu que c'est une agriculture entrepreneuriale. Ils doivent revenir dans l'agriculture pour continuer ce que faisaient leurs parents, mais un autre type d'agriculture. Et c'est là que c'est intéressant et que nous essayons d'être au rendez-vous de ces aspirations. C'est-à-dire leur donner les moyens en termes de connaissances pour qu'ils puissent rentrer, et d'attitude, pour qu'ils puissent rentrer dans l'agriculture sur une base entrepreneuriale. C'est un gros défi parce qu'il nous faut des moyens pour cela, il leur faudra des moyens, mais les premiers moyens, c'est d'abord les connaissances et comprendre, avoir l'approche. Par exemple, nous avons aujourd'hui un groupe de jeunes qui sont intéressés à l'élevage des lapins. Le lapin, ce n'est pas une culture traditionnelle, ce n'est pas une activité traditionnelle pour la plupart des zones du pays. Il y a quelques poches d'éleveurs de lapins paysans qui existent, et ça depuis quelques décennies. Et c'est dans ces poches-là, dans la région de Fermat, que certains de mes étudiants sont originaires. Ils connaissent le lapin, ils ne le valorisaient pas tellement, et ils ont compris que là, il y a quelque chose de nouveau. Ils pourraient s'investir comme entrepreneurs pour faire un élevage à une plus grande dimension. De là, nous avons monté un nouveau cours sur la production de lapins avec ces étudiants, ces ex-étudiants. On a monté un module pour eux, qui est devenu obligatoire pour tous nos étudiants, mais qui est aussi ouvert à des jeunes entrepreneurs qui sont intéressés à l'élevage de lapins. D'accord, oui. Et c'est comme ça qu'on a structuré un réseau national, Lapin fait quinquin, depuis 3 ans, avec un groupe sur WhatsApp où ils sont plusieurs centaines à échanger tous les jours. Mon téléphone ne fait qu'exploser les échanges entre ces éleveurs de lapins.
Ils ont monté la journée nationale de la promotion de la consommation de viande de lapin et de l'élevage de lapins. Donc, depuis 3 ans, chaque année, au mois de décembre, on célèbre cet événement. Et aujourd'hui, la production de lapins n'arrive pas à répondre à la demande. Donc, on a créé un nouvel intérêt sur la base de quelque chose qui existait déjà, mais où 90% des Haïtiens n'avaient jamais mangé de la viande de lapin. Et quand on organise ces foires sur la viande de lapin, c'est extraordinaire de voir comment les gens sont intéressés à consommer et qu'aujourd'hui, on a un problème de production. Et donc, on a une avenue là qui s'ouvre pour intensifier la production. Il y a des problèmes techniques à résoudre, des problèmes de cage, des problèmes de disponibilité d'aliments toute l'année. Donc, des choses très intéressantes, des défis normaux. Et puis, voici une nouvelle perspective pour la production animale en Haïti. Dans le lait, on a organisé un partenariat entre des associations propriétaires de petites unités de transformation de lait qui avaient du mal à gérer ces unités en termes de collectif, puisque c'est toujours un peu difficile quand c'est à plusieurs. Les paysans nous disent d'ailleurs cabrit en pile mètre mourir dans le soleil. Donc la chèvre qui a plusieurs propriétaires va mourir de faim ou va mourir d'ensoleillement, puisque chacun va regarder sur l'autre, personne ne va intervenir. Et c'est ce qui arrivait à ces unités de transformation. Aujourd'hui, nous avons proposé à ces organisations de confier la gestion de la laiterie à un jeune agronome, entrepreneur, qui va pouvoir s'occuper vraiment de la performance, de la productivité de cette unité, en partenariat avec le groupe de paysans, une cinquantaine en général par laiterie, qui approvisionne. Mais maintenant, la gestion est confiée à une personne qui a une expertise dans la transformation. Et ce lien-là, c'est l'université qui l'a réalisé dans un cadre d'un partenariat avec le secteur privé qui a repris certaines laiteries par un investissement, en finançant ces jeunes entrepreneurs qui ont étudié l'agronomie pour qu'ils puissent rentrer dans la gestion de cette laiterie. Et aujourd'hui, nous avons un renouveau dans le réseau des laiteries Lait à Gogo, qui est le seul réseau, on pourrait dire, de transformation de lait de vache locale. 80% du lait consommé dans le pays est importé. Et c'est un réseau national connu qui aujourd'hui arrive à distribuer du lait dans les écoles, dans à peu près 90 écoles, 26 000 enfants cette année, et ceci grâce à un nouveau système de gestion intégré par des jeunes finissants des facultés d'agronomie qui se sont intéressés à cette filière et parfois même à des jeunes d'autres facultés. Par exemple, dans ce cours sur les lapins ou bien le cours sur les poules, sur l'élevage de poules, on a aussi monté des modules mixtes étudiants-éleveurs. Eh bien, nous avons des étudiants qui viennent d'autres facultés, de médecine, de gestion, et pas seulement de notre université, mais qui viennent aussi d'autres universités. Et les moniteurs ne viennent pas de Kiskia, ils viennent d'une autre université. Donc, véritablement, un réseau de collaboration pour répondre à une demande, à un besoin de ces jeunes, c'est d'intégrer une nouvelle agriculture, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore le seul secteur porteur d'un développement économique à court terme pour le pays. Et c'est très très intéressant ce modèle justement de faire collaborer des étudiants avec des entrepreneurs et des professionnels et des paysans, etc. Et donc là, je vois que vous avez déjà des résultats. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait s'étendre plus encore? Bon, comme je le disais, dans le cadre, par exemple, du lait, c'était un réseau qui existait déjà, donc ça a été assez facile d'organiser cette connexion. Et c'est pour cela que j'étais venu à l'université, parce que j'étais porteur de cette relation, je suis un des initiateurs de ce réseau, et c'est pour ça que je suis venu à la rencontre du secteur universitaire en disant, moi, je ne suis pas venu faire ni de la recherche fondamentale, je ne suis pas un chercheur en termes méthodologiques, je connais les problèmes du pays, et je suis déjà engagé dans certaines solutions. Maintenant, je peux organiser cette communication pour qu'on puisse réorienter les programmes de recherche pour qu'ils soient vraiment en train de répondre à des problèmes et aux besoins qui existent. Maintenant, pour d'autres filières, par exemple pour le lapin,
là aussi, Vétérimed avait eu une expérience dans les années 2000 sur les lapins, une expérience qui s'était arrêtée à cause de plusieurs circonstances, dans le tremblement de terre, le décès de plusieurs cadres de Vétérimed à cause du tremblement de terre. Et quand on a repris ces initiatives dans cette filière, mais on l'a fait à travers les étudiants. C'est-à-dire, c'est à partir de l'université Quisqueya qu'on a relancé l'engagement de Vétérimed, et ça donnait vraiment un coup de jeunesse, parce que l'équipe de Vétérimed était un peu fatiguée, un peu épuisée par toutes ces circonstances. Et puis, cet engagement des jeunes dans la filière, ah bien, c'est ce qui est porteur, c'était ça notre mission. Et donc, pour pérenniser toutes les initiatives que Vétérimed avait prises, ben, c'est cette connexion avec le secteur universitaire. Mais très bien, j'espère que vraiment ce modèle que vous avez pu mettre en place va vraiment pouvoir se diffuser et se généraliser, parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment porteur pour l'avenir. Et justement, ma prochaine question concerne justement le rôle des étudiants par rapport au changement dans le pays, puisque déjà au niveau historique, les étudiants des universités ont été acteurs de changement. Alors, bon, je ne sais pas très bien ce qui permettait ça à l'époque, et qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, pourrait vraiment aussi aider les étudiants à être encore, enfin voilà, à être vraiment encore plus des acteurs de changement dans la société. Bon, et chaque époque a ses caractéristiques. Oui. J'ai été étudiant, j'ai été dans des mouvements étudiants, j'ai collaboré avec des mouvements étudiants. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Hein. Les étudiants, les jeunes ont d'autres préoccupations, le monde a changé. Tout est devenu assez différent. Aujourd'hui, même la communication, les jeunes communiquent d'une autre manière. Des réunions, des assemblées qui sont très importantes en termes de capacité de discuter, de discipline, de confronter le regard de l'autre, etc. Ben, tout ça s'est remplacé avec le WhatsApp, et on peut dire tout ce qu'on veut sans aucune crainte. Oui. Et c'est la réalité. Hein. Ça apporte aujourd'hui, avec la crise sécuritaire, on fait des réunions, plein de réunions sur Zoom, c'est extraordinaire. Mais en même temps, ça cache beaucoup en fait, ça peut cacher beaucoup d'autres choses, y compris le regard de l'autre. Oui, tout à fait. Donc, et nous avons une génération qui a cette limite, et donc dans l'action, on pourrait dire collective, parce que on sait bien que aucun changement ne peut se faire sans l'action collective. L'engagement individuel est indispensable, mais il faut que cet engagement individuel se connecte avec un autre engagement individuel, ce qui va nous donner l'action collective. Sans cette action collective, on n'avance pas. Aujourd'hui, la société haïtienne est confrontée à des problèmes tellement graves que c'est très difficile de structurer l'action collective. D'abord, vous avez la crise sécuritaire, les déplacements, vous avez les échappatoires qu'on a offerts au pays, c'est-à-dire les programmes d'émigration, les programmes, même les programmes d'études, hein, des fois, sont démobilisants. Vous avez la technologie qui ne favorise pas, qui entretient, on pourrait dire, une certaine facilité, mais qui ne crée pas les conditions pour l'action collective. Et puis, la crise réelle, c'est-à-dire la survie chaque jour, la majorité des étudiants se trouvent dans une situation extrêmement compliquée individuellement, et sans un minimum de bien-être personnel, c'est très difficile de s'engager. C'est quand on a faim, quand on a des difficultés de transport, quand on a peur, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, c'est pas facile pour les jeunes qui sont très préoccupés et qui maintenant qu'ils devraient justement vouloir s'engager dans l'action collective, mais c'est à contre-courant puisque il n'y a plus d'espace pour cette action collective. Et donc, je pense que ce que j'observe, moi, c'est au niveau peut-être des jeunes professionnels, ceux qui viennent tout juste de terminer et qui sont décidés à rester au pays, et là, qui doivent s'engager. Là, c'est plus facile que quand on est dans l'action, quand on est dans la condition étudiante, qui autrefois était une condition qui favorisait justement. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour les étudiants. Donc, les jeunes professionnels
qui vont se confronter à la vie, qui ont besoin de financement, qui ont besoin de résultats immédiats, qui ont plus de responsabilités. C'est chez eux que je vois qu'il y a une certaine possibilité un petit peu plus. Mais pour cela, il faudrait qu'au niveau de la vie étudiante, ils aient eu aussi, on pourrait dire, l'amorce. Et c'est ce qu'il faut trouver. Donc, nous sommes toujours à la recherche. Et une des grandes préoccupations personnellement que j'ai, c'est comment organiser cette relève. Donc, j'investis beaucoup de temps dans des réflexions avec eux, partage d'expériences, en essayant de distribuer, en partager les responsabilités. Mais le défi, il est immense. Mais on ne travaille pas avec ce qu'on voudrait, on travaille avec ce qui est la réalité. Et celle-là, le monde, il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y en a qui prennent leurs responsabilités. Et puis, je leur fais confiance, malgré tout, malgré les difficultés. Je pense que on peut espérer aussi des changements importants, une contribution plus importante. Mais il faut se dire que nous, les aînés, nous avons encore beaucoup à faire, et nous avons encore beaucoup à partager, et jusqu'au dernier souffle, nous allons devoir être là. On ne pourra pas aller se reposer en se disant, les jeunes feront le reste. Non, aujourd'hui, on doit rester là jusqu'au dernier souffle, à travailler avec eux, parce que la situation est extrêmement compliquée. Oui, je comprends. Je comprends, et c'est vrai que là, par rapport aux générations futures, le rôle des universités, un peu ce que tu dis, c'est de pouvoir amorcer ce mouvement pour que, en tant que jeunes professionnels, ils puissent rester déjà dans le pays, ce qui serait déjà quelque chose de vraiment favorable pour Haïti. Donc rester dans le pays et puis s'engager. Et donc, est-ce que tu vois d'autres rôles que l'université pourrait prendre pour les générations futures? Bon. Alors, les universités actuellement sont en crise. Nous avons un gros problème d'effectifs. À l'université, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons perdu plus de 60% de l'effectif. Donc, nous sommes en grande crise financière. Heureusement, nous avons pu mobiliser des moyens avec nos partenaires pour nos programmes de recherche. La faculté, on survit grâce aux programmes de recherche et c'est ce qui permet d'avoir encore un staff de professeurs disponibles, même quand il s'agit de groupes de 4 ou 5 étudiants à qui il faut faire un cours. Donc, grâce à cela, on peut continuer à espérer. Et nous avons, dans notre cas, le projet de délocalisation de la faculté. C'est un projet qu'on caresse depuis déjà plus de 3 ans. C'est déjà fait à moitié. L'ensemble des professeurs à temps plein habitent dans la ville de Mirebalais. Nos laboratoires sont à Mirebalais. Nos stations de recherche ou d'essais participatifs sont en dehors de Port-au-Prince, à Mirebalais principalement, mais aussi dans d'autres régions comme Saint-Michel, Saint-Raphaël, dans le nord et même dans le sud, où nous avons des cadres qui sont engagés, qui font le travail de recherche ou de mise au point de technologies innovantes. Donc, il nous reste simplement à résoudre le problème des étudiants, qui est un gros problème, déplacer ces étudiants et les mettre dans où se trouvent les professeurs. Donc, en attendant, beaucoup de cours se font virtuellement. Nous avons des professeurs aussi à temps partiel qui sont à Port-au-Prince, mais la situation est difficile. Et nous espérons qu'avec ce changement et la délocalisation de la faculté, nous allons avoir de nouveaux étudiants. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les universités qui sont en dehors de Port-au-Prince qui bénéficient, on pourrait dire, de cette volonté des étudiants d'accéder à l'université, parce que plus personne ne veut rentrer à Port-au-Prince, et avec raison. Et donc, il faut se déplacer également. Donc là, il y a quand même un espoir, et je te disais qu'il y a plus d'une vingtaine de facultés d'agronomie qui fonctionnent, bien entendu, tous les niveaux, mais il y en a quand même 6 ou 7 grandes facultés, et que ce soit les universités publiques, que ce soit les universités privées ou les universités des églises, il y en a 2. Il y a l'université épiscopale, il y en a peut-être même une autre, il y a l'université Notre-Dame, qui a un campus aussi au CAI. Donc, il y a quand même, pour le monde universitaire,
c'est un monde qui reste encore très dynamique malgré les difficultés. Merci Michel Chancy pour cette interview vraiment intéressante sur la réalité des universités ici en Haïti. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Voilà. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai qu'Haïti a des difficultés énormes, structurelles, et l'avenir est vraiment hypothéqué. Mais dans le pays, il y a encore beaucoup de forces positives qui fonctionnent, qui travaillent, qui même progressent. Et de toute façon, nous sommes engagés avec la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui vivent cette situation à leur façon. Beaucoup d'entre eux n'ont connu que la crise, on pourrait dire. Et donc, ça ne les décourage pas. Je trouve chez eux beaucoup d'enthousiasme. Et donc, nous avons le devoir de continuer et de tisser des liens aussi avec les amis d'Haïti qui peuvent nous faire confiance, qui peuvent faire confiance à ces jeunesses. Très souvent, les gens se demandent quoi faire pour Haïti. Il y a énormément de choses à faire, mais surtout, il faut appuyer les gens qui travaillent déjà. Et il n'y a rien à inventer encore en Haïti, que ce soit dans l'éducation, dans l'économie, dans les infrastructures. Il n'y a rien à inventer. Tout a déjà été dit. Toutes les solutions, je veux dire, grosso modo, sont connues. Maintenant, il faut renforcer ce qui se fait déjà. Et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire en Haïti, mais il y a beaucoup de gens qui ont réussi à créer, à innover et qui ont eu des succès avec des initiatives qu'il faut répliquer ou qu'il faut développer. Donc voilà, c'est un appel à faire confiance à l'avenir, faire confiance aux Haïtiens et ne pas se focaliser uniquement sur les points négatifs, que ce soit même les points négatifs de la coopération, parce qu'il y a toute une industrie de la coopération qui vit aux dépens de cette misère. Nous avons d'énormes difficultés. Je n'ai pas mentionné, par exemple, les forces rétrogrades liées à la criminalité internationale qui nous sapent. Mais malgré tout ça, ça existe dans beaucoup de pays aussi. Nous avons des difficultés structurelles qui font que nous n'avons pas cette capacité de résistance et que l'État s'est effondré. Mais malgré tout, le pays existe et les Haïtiens sont là. Les institutions, certaines, sont encore là et dans le secteur privé, dans le secteur associatif, dans le secteur communautaire, il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup de choses qui se font. Et avec plus de solidarité, on pourra faire des merveilles. Merci. Merci beaucoup, Michel Chancy, pour cette interview. Donc là, je pense que ta conclusion est vraiment très belle. Donc, faire confiance à la jeunesse haïtienne, faire confiance aux professionnels qui y sont déjà engagés. Merci beaucoup pour ton engagement pour Haïti, pour cette jeunesse. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité.